Le Nigeria, le Canada et la Grande-Bretagne ont de nouveaux ambassadeurs au Mali. Les 3 diplomates ont présenté le lot de créances ce matin au président de la République par intérim. Les candidats au CAP et au BT ont ouvert hier la série des examens spéciaux pour les élèves déplacés. Ils sont repartis entre les régions de Mopti, Ségou et le district de Bamako. Près de 5000 candidats composent dans le centre de Sévaré où le ministre de l'Éducation a donné le coup d'envoi des épreuves. Pour la fête de Tabaski, le gouvernement suspend provisoirement toutes les taxes sur le prix du mouton. C'est la décision prise cet après-midi au cours d'une réunion entre les représentants de 6 départements ministériels. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le président de la République par intérim a reçu les lettres de créance de 3 ambassadeurs. Il s'agit de ceux du Nigeria, du Canada et de la Grande-Bretagne. Mariam Sagara nous présente ces nouveaux diplomates fraîchement accrédités dans notre pays. Le premier ambassadeur à présenter ses lettres de créance est le Nigérian Ilia Ali Dounia Nuhu. Cette fonction, il l'a exercée en Côte d'Ivoire, au Venezuela, aux États-Unis avant de se retrouver au Mali. Dounia Nuhu a aussi occupé des fonctions intermédiaires dans la diplomatie. Parlant l'anglais, le français, l'espagnol, le nouvel ambassadeur du Nigeria a beaucoup travaillé dans la recherche de la paix au Libéria et dans beaucoup d'autres pays. Formé en sciences politiques, il a aussi son master en droit, en sciences sociales et en diplomatie. Le Canada sera désormais représenté par Louis de Lorimier. Il connaît déjà l'Afrique pour avoir servi en Côte d'Ivoire comme vice-consul de 83 à 85. Il s'est ensuite envolé pour la France comme conseiller à l'ambassade. De là, il va en Corée, puis au Liban quelques années après et se retrouve au Luxembourg et en Belgique. Celui qui succède à Virginie Saint-Louis est un journaliste qui a travaillé au Journal de Montréal pendant 10 ans comme directeur des programmes. Avant d'entrer à la diplomatie, il était le chef de pupitre à la presse. Celui que la reine Elisabeth II a nommé au Mali comme ambassadeur est le docteur Phil Boyle. Après son doctorat en chimie à l'université de Manchester et d'Oxford, il rejoint la diplomatie en 2002. Son aventure diplomatique commence au Yémen et l'amène en France et au Pakistan. Il a beaucoup travaillé sur la stabilité régionale, le terrorisme international, l'immigration clandestine et la prévention des conflits. C'est pourquoi ses collaborateurs affirment son enthousiasme de se retrouver au Mali pendant les moments cruciaux. Impatient de prendre fonction, le Dr Phil Boyle demande à résider au Mali pour s'occuper du Mali à partir de Bamako. Jusque-là, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Mali résidait à Dakar. Et nous restons avec le président de la République par intérim qui a reçu hier soir en audience le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des droits de l'homme. Et la violation des droits de l'homme au Mali a été largement évoquée par les 2 personnalités. Alpha Maïga nous fait le compte-rendu d'audience. Une délégation des Nations Unies en charge des droits de l'homme séjourne au Mali. Et c'est dans la nuit de ce lundi 7 octobre 2012 qu'elle a été reçue par le président de la République par intérim. Le président a compris la position du travail de la communauté internationale et aussi des Nations Unies. Le président est lui-même une victime des violations des droits de l'homme. En rencontrant les autorités, il reste bien entendu que ces violations des droits de l'homme ont été au centre des échanges, tout en dénonçant il faut punir. La crise actuelle que confronte le pays a aussi pour cause profonde certaines violations des droits de l'homme liées à la corruption, à la question de la satisfaction des besoins économiques et sociaux de la population, également des besoins des couches les plus vulnérables, qu'il y a eu des violations des droits de l'homme qui ont été commises suite au coup d'État et au contre-coup d'État. Et ces violations doivent être, il doit y avoir des investigations sérieuses sur ces violations. La porte de sortie pour le Mali aujourd'hui, c'est des investigations sérieuses sur ces violations. Droits de l'homme, c'est vrai. Les populations du nord du Mali n'aspirent qu'à une seule chose, libérer les zones occupées et vivre en paix. Le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République FDR soutient le gouvernement de transition
Ses membres l'ont fait savoir aujourd'hui au Premier ministre qui les a reçus en audience. Ainsi, pour soutenir les autorités de la transition et l'armée malienne, le FDR prévoit une marche pacifique le jeudi 11 octobre. Ibrahima Ndiaye, vice-président du FDR, à sa sortie d'audience, a été interrogé par Adama Djemdi. Nous avons noté ces derniers jours une évolution importante et significative qui est sans jambage de dire à nos frères africains de la CEDEAO, tous les amis du Mali au niveau international, que notre armée a besoin de soutien pour libérer le nord du pays. Et c'est ce qui vaut cette démarche. Ils sont venus expliquer au Premier ministre pourquoi cette marche. Deux objectifs majeurs. Soutenir le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement malien pour dire que nous sommes avec eux. Premièrement, que notre armée a notre soutien total et ferme dès lors qu'il s'agit de la libération du Nord et pour les missions régaliennes que vous lui connaissez. Que cette armée ne sera jamais, elle n'est pas seule, elle ne sera jamais seule. Et nous sommes venus pour signifier cela et que ces périodes que nous avons devant nous ne seront peut-être pas faciles. Et elle a besoin, cette armée, de nous sentir avec elle, derrière elle. Deuxièmement, nous avons dit dès les premières heures que cette armée avait besoin de l'appui. Et c'est ce qui est arrivé. Aider l'armée aujourd'hui, c'est aider le Mali. Aider l'armée, c'est vraiment participer à la reconquête de notre souveraineté. Au cours de cette audience, le FDR a également salué la requête du gouvernement auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il demande l'assistance de toute la communauté internationale et des États amis du Mali pour une intervention militaire. Le Premier ministre a salué l'esprit de patriotisme qui a motivé l'initiative du FDR et invité les organisateurs de la marche à manifester dans l'ordre et dans la discipline. Des centaines de cartes grises et 10 000 de plaques d'immatriculation non retirées, c'est la triste réalité de la Direction générale de l'administration des biens de l'État. Une réalité qu'a pu constater le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, pardon. Le visiteur s'est rendu sur les 3 sites du service. Il s'agit de la section parc communément appelée garage administratif, de l'administration 6 à Dar Salam et de l'unité TP à Koulouba. Ramata Konate pour le compte rendu. Elle est fonctionnelle depuis 12 ans. Elle joue un rôle important puisqu'elle s'occupe des biens de l'État. Pourtant, elle n'est pas connue du public. Elle, c'est la Direction générale de l'administration des biens de l'État, DGAB, un service en charge du contrôle et du suivi des biens matériels et immatériels comme les bâtiments administratifs, les véhicules. Plus étonnant, c'est ce qu'on découvre une fois à l'intérieur des 3 sites du service. Un tour suffit au niveau de sa section parc ou de son administration à Dar Salam ou encore de son unité TP à Koulouba pour se rendre compte de la faiblesse du niveau de contrôle des biens de l'État et des difficultés rencontrées par cette structure. Des centaines de cartes grises et 10 000 plaques d'immatriculation non retirées, alors que les engins concernés sont utilisés par les services publics et privés. L'antenne travaux publics de Koulouba, 3e site de la DGAB, n'a pratiquement plus rien d'un service. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget Marimpa Samoura, a donc fait le tour des 3 sites. Le constat que j'en tire est que ce service-là est un peu à marge de l'évolution de la gestion des finances publiques du Mali, d'autant plus qu'il manque de tout, cruellement de matériel, cruellement de ressources humaines. Or, c'est un service essentiel dans le dispositif de la gestion des finances publiques. Parce que c'est vrai que c'est bon de recouvrir le maximum qu'on peut recouvrir, c'est bien de dépenser le maximum qu'on peut dépenser, mais autre chose, c'est le suivi de ce qu'on achète. Or, apparemment, ce service n'assume pas pleinement les missions de suivi des biens de l'État. Les difficultés de la structure, selon son directeur général, sont de plusieurs ordres. Il y a des difficultés qui sont d'ordre structurel même. C'est que c'est une structure qui n'a pas
de représentation au niveau régional propre. C'est le service des domaines qui nous représente. Mais au-delà de cette difficulté-là, je crois que la position transversale du service, le nombre élevé des missions que nous avons et malheureusement l'interférence d'autres structures ou institutions de la République dans l'exercice de ces missions ont rendu un peu le travail difficile. C'est seulement en 2010, soit 10 ans après sa création, que la Direction générale de l'administration des biens de l'État dispose d'un logiciel de comptabilité matière pour recenser les biens de l'État. L'ambassadeur du Ghana au Mali était cet après-midi en visite dans les locaux de l'ORTM. Le diplomate est venu apprécier les conditions de travail des agents de l'office. Ainsi, l'ambassadeur accompagné du directeur général de l'ORTM s'est rendu à la télévision nationale. Même exercice au niveau de TM2, la deuxième chaîne de télévision de l'ORTM. La visite guidée a conduit également le diplomate ghanéen à la radio nationale et à la chaîne 2. Au cours de la visite, l'ambassadeur du Ghana a pu apprécier les efforts consentis par les responsables de l'ORTM pour accomplir les missions de la structure. Baba Dagameissa, le directeur, s'est entretenu avec son hôte du jour sur les difficultés que rencontre sa structure, surtout en cette période de crise. Au cours de cette visite, les deux personnalités ont évoqué également la bonne coopération qui existe entre le Mali et le Ghana. Les candidats au CAP et au BT ont ouvert hier la série des examens spéciaux pour les élèves déplacés. Ils sont repartis entre les régions de Mopti, Ségou et le district de Bamako. Dans le centre de Sévaré, ils sont estimés à 5000 candidats. Le ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation a donné le coup d'envoi des épreuves. Cette session ne concerne que les élèves déplacés. Une autre leur sera organisée dans les tout prochains mois. Le récit de nos envois spéciaux à Mopti, Brahima Koulibaly et Mohamed Diarra. Une session spéciale sera une première dans le calendrier des examens au Mali. Le contexte l'exige, la crise au nord malien. Ils sont donc environ 5000 candidats, tous examens confondus, CAP, BT, DF et BAC, à prendre part à ces examens spéciaux. Les 5000, c'est le chiffre des élèves qui composent à Sévaré. Les candidats du CAP et du BT ont ouvert le bal ce lundi. Les centres d'examen retenus à cet effet sont Mopti, Ségou et Bamako. Le ministre a donné le coup d'envoi des épreuves au lycée Amadou Ndiko de Sévaré. Toutes les conditions semblent réunies pour faire une bonne session. Depuis le mois d'août jusqu'à la fin du mois de septembre, des cours de remédiation ont été institués par le département au niveau de certaines académies, dont l'académie d'enseignement de Mopti. Les élèves ont suivi les cours. D'autres ont suivi les cours sur place dans les académies des zones occupées. Des propos corroborés par des candidats. À ma manière, je l'ai préparé. On n'a pas eu trop de complications dedans. J'ai bel et bien préparé mon examen. Je suis prêt pour faire l'épreuve de français maintenant. Le visiteur du jour ne peut afficher que sa joie de voir ses élèves sereins. Nous sommes très contents. Et particulièrement en voyant le regard de ces enfants, très fiers, très contents, très engagés, très déterminés, et je dois dire aussi très patriotes, qui ont fait un très grand déplacement pour venir se présenter aux examens. Les élèves et réfugiés ne sont pas aussi oubliés. Pour ceux de l'extérieur, nous avions décidé d'organiser, nous voulions organiser un centre à Bobo-Dioulasso et puis un centre à Niamey. Et on attendait presque 300 candidats. Malheureusement, on s'est rendu compte que les cours de rattrapage n'avaient pas eu lieu. Ils n'ont pas donc bénéficié du programme et nous avions été très contraints, malheureusement, d'annuler, de reporter ces examens ou plutôt de leur permettre d'ajourner l'année scolaire. Le ministre Wan a visité aussi le nouveau lycée technique de Sévaré. Cet établissement n'a rien à envier à un champ 2000. Adama Wan a ensuite eu une séance de travail avec le comité d'organisation. Ici, des instructions fermes ont été données pour préparer le retour des élèves une fois les examens terminés. Et demain, les candidats au DEF entreront également dans la course. Du côté de l'État, on a débloqué plus de 500 millions de francs CFA pour l'organisation de la session spéciale d'octobre. En se rendant à Sévaré, le ministre a voulu s'enquérir des conditions dans lesquelles vivent les élèves venus des 3 régions du Nord. Adama Wan a constaté quelques difficultés liées à l'hébergement et à la restauration.
Sur place, il a donné des instructions afin que ces conditions soient améliorées. Le récit de nos envoyés spéciaux. Je suis venu échanger avec vous, m'enquérir de vos conditions d'accueil, d'hébergement et de restauration. C'est en ces termes que le ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation s'est adressé au milieu de candidats à la session spéciale d'octobre. Ces candidats sont venus des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Et c'est tout Syrien que les élèves ont accueilli le ministre. Ainsi, de patriotisme, d'amour et de reconnaissance à l'État malien. L'État pour qui les élèves doivent avoir les mêmes chances. Ils avaient tous le sourire, l'engagement et surtout ce patriotisme pour le Mali. Ils sont en train de le faire pour le Mali. Et je pense que s'il y a une satisfaction, c'est d'abord celle-là. Et de voir aussi qu'ils pourront enfin exercer leur droit à l'éducation et être évalués comme tous les enfants. Derrière ce sourire se cache un dysfonctionnement dans l'organisation de cette session. Les élèves ont dit leurs préoccupations au ministre sans détour. Ils ont mis le doigt sur la nourriture. Inadmissible selon le chef du département de l'éducation pour qui l'État a débloqué un fonds colossal pour que ces examens se tiennent. Nous attendons donc de la commission d'organisation ici qu'on prenne maintenant toutes les dispositions pour que les ressources qui avaient été transférées pour que cette opération se déroule de la meilleure façon soient mises à profit et que l'on puisse utiliser toutes les ressources qui ont été transférées à cette fin-là. Et j'ai été très clair, nous ne laisserons pas un franc sur la touche. Et nous nous réjouissons vraiment de l'engagement fort du département de faire en sorte que ce défi-là soit relevé de façon exemplaire. Ils sont en train de faire le nécessaire pour que les choses se remettent en ordre. La rencontre du ministre avec les autorités régionales et le comité de gestion a permis de lever le voile sur certain nombre de choses. En tout cas, le ministre promet de faire la lumière, toute la lumière sur la gestion des fonds alloués à ces examens spéciaux. Bonne chance à tous les candidats et nous restons sur place à Mopti avec cette fois-ci le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a procédé hier au lancement des activités de la campagne d'information et de sensibilisation des jeunes sur le VIH et le sida. Objectif, renforcer la prévention du VIH-sida parmi la population, particulièrement chez les jeunes de Mopti et ceux déplacés des régions du Nord. Le reportage depuis Mopti de Aminata Touré. Le VIH et le sida constituent aujourd'hui un deuxième front pour l'ensemble de la nation malienne au regard du contexte national particulier marqué par le déplacement des populations dont les conséquences sont incalculables. D'où le lancement par le département en charge de la jeunesse et des sports en partenariat avec l'UNICEF d'une campagne de communication sur le VIH et le sida en milieu jeune. Cette campagne de prévention vise à donner aux populations et en particulier au moins à 30 000 jeunes civils et militaires déplacés de guerre à Sévaré aussi bien qu'à Mopti, les informations, des compétences nécessaires pour éviter la contamination par le VIH. Pour diminuer sensiblement le taux de prévalence du VIH-Sida qui est de 1,4% dans la région de Mopti, cette campagne prévoit entre autres des services rapprochés de dépistage conseil du VIH, l'utilisation des radios de proximité pour la diffusion des messages et la sensibilisation de proximité par les pairs éducateurs. Si le VIH est une menace sérieuse pour l'humanité, elle est davantage pour la jeunesse qui y paye le plus lourd tribut au regard des multiples facteurs de vulnérabilité comme le déficit communicationnel, le multipartenariat sexuel, voire le déni du VIH. Pour le gouvernement du Mali, la lutte contre le VIH devient une priorité au regard du contexte national. Pour une meilleure mise en œuvre des activités de cette campagne, une formation a été organisée à l'intention d'une soixantaine de pères éducateurs et des leaders des jeunes déplacés des régions du Nord. Les régions du nord du Mali et activités gouvernementales toujours dans le cadre des visites de prise de contact avec les services relevant de son département. Dr Diallo Deyama Mankatra, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, s'est rendu au siège de l'APEJ et du FAFPA. Dr Diallo Deyama Mankatra a salué les efforts et surtout l'esprit d'équipe qui prévaut pour une meilleure atteinte des objectifs. Elle a lancé un appel à la réflexion pour des initiatives novatrices permettant une plus grande satisfaction des besoins des populations bénéficiaires des actions de l'APEJ et du FAFPA.
Je vous l'annonçais dans les titres, suppression provisoire de toutes les taxes sur les prix du mouton en cette veille de Tabaski. C'est la décision prise cet après-midi au cours d'une réunion par le ministre de l'Élevage et de la Pêche, réunion qui a regroupé les représentants de 6 départements ministériels. Daouda Sidiki Diarra pour les détails. À quelques semaines de la fête de Tabaski, le ministère de l'Élevage et de la Pêche et ses partenaires se mobilisent pour que les populations aient des moutons à des prix abordables. Compte tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons, la tenue de cette réunion pour identifier les facteurs qui favorisent le renchérissement du prix du mouton était plus que nécessaire. Qu'est-ce qui renchérit donc le prix du mouton? Il y a la problématique de transport, des lieux d'élevage jusqu'aux villes. Il y a le problème des tracasseries routières. Il y a le problème d'absence de passage des animaux pour atteindre les sites de regroupement à l'intérieur des villes. Il y a la problématique de la taxe perçue par les mairies sur chaque mouton dans les grabals. À l'issue de cette rencontre, des mesures ponctuelles ont été prises afin que le prix du mouton soit à la portée des populations. Il y a des checkpoints au nord. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, des checkpoints qui ont été établis par l'armée et où, au passage des camions contenant les moutons, on débarque, on décharge les moutons, après on les recharge. Nous avons dit qu'il vaut mieux qu'à l'embarquement des moutons, n'est-ce pas, que ce point, il y a un poste de contrôle à l'embarquement des moutons et que ces camions soient convoyés jusqu'à leur lieu de destination au lieu de les débarquer à chaque 50 mètres à la route. Ça, c'est une mesure que nous allons voir, n'est-ce pas, avec l'armée. La deuxième mesure que nous proposons, c'est de suspendre la perception des taxes sur les moutons au niveau des grabals, au moins pendant la période de la Tabaski, c'est-à-dire 2 semaines avant la Tabaski et 1 semaine après. À ce qui concerne le transport, le ministère des Transports va examiner la possibilité de cesser la perception de toute taxe sur les routes pendant les 3 semaines indiquées. Au-delà des mesures préconisées, le ministère a entrepris d'organiser des ventes promotionnelles de moutons dans des endroits à travers les pas des eaux. Sans nul doute, l'approvisionnement de la population en moutons de bonne qualité et à des prix raisonnables est aujourd'hui une préoccupation majeure du département de l'élevage et de la pêche. Et toujours concernant la fête de Tabaski, ce communiqué du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui convie en réunion les personnalités nationales d'observation de la Lune chargées de la fixation des dates des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan le lundi 15 octobre 2012 à partir de 18 h dans la salle de conférence de son département. Il est par ailleurs demandé aux imams des mosquées et à tout fidèle qui apercevrait le croissant lunaire Zul Hijja ou Selibakalo d'en aviser la commission locale d'observation de l'une de sa circonscription qui à son tour informera après vérification la commission nationale avec précision des noms, adresses et qualité des témoins. Les lignes téléphoniques numéro 20 22 42 12, 20 22 42 67, 20 22 34 09 seront disponibles pour toute communication éventuelle avec la commission nationale. Le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre demain, mercredi, la Journée internationale de prévention des catastrophes. Le thème retenu cette année par l'Organisation internationale de la protection civile est « Les femmes et les filles, les forces invisibles de résilience ». Cette journée est une occasion d'information et de sensibilisation sur l'importance de l'intégration de la prévention des risques de catastrophes dans nos politiques et stratégies de développement. Écoutons un extrait du message du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, le général Tchefin Konaté, des propos recueillis par Boubacar Sissoko. Ces 10 dernières années, la majorité vivant dans les pays en voie de développement. Ces chiffres alarmants interpellent la conscience collective et nous invitent à beaucoup de réflexions sur le devenir des générations futures. La consolidation de nos efforts de développement passe par la sensibilisation et la formation de nos communautés
sur la prévention des catastrophes afin d'aplanir leurs effets sur les personnes et les biens lorsqu'elles surviennent. L'écrasante majorité de la population que constituent les femmes et les filles ne sauraient être en marge de cette action. Elles peuvent renverser les tendances par un effort soutenu d'éducation et de formation, car éduquer une fille, c'est éduquer une famille, c'est éduquer une communauté, c'est éduquer enfin un pays. Il s'agira pour nous de renforcer leur capacité de résilience et de réduire leur vulnérabilité à travers des séances d'information, d'éducation et de sensibilisation face aux risques de catastrophes. À cet effet, les services publics de la protection civile et les acteurs nationaux impliqués dans la prévention et la gestion des catastrophes ne ménageront aucun effort pour atteindre cet objectif. Autre célébration, celle de la Journée mondiale de la santé mentale. C'est demain. Dépression, une crise mondiale en est le thème. À cet effet, nous vous proposons un extrait du message du représentant de l'OMS au Mali, Dr Fatoumata Bintati Diallo, est au micro de Mamour Sidibé. Demain 10 octobre, nous commémorons la Journée mondiale de la santé mentale avec le reste du monde. Le thème retenu pour cette année est dépression, une crise mondiale. Ce thème attire l'attention sur la charge mondiale due à la dépression et l'impérieuse nécessité d'assurer la prévention et le traitement diligent des cas. La dépression est un trouble mental sérieux et complexe qui peut toucher n'importe qui. C'est l'une des principales causes d'incapacité et elle contribue fortement à la charge de morbidité mondiale. Les principales causes de dépression comprennent l'usage nocif de l'alcool et la consommation des drogues, les difficultés économiques soudaines, la violence, les guerres et le déplacement des populations. Selon les estimations, près de 300 millions de personnes sont atteintes de dépression dans le monde. Les données sur la prévention de la dépression dans la région africaine sont très limitées. Mais ces études isolées indiquent que dans certaines parties de la région, la dépression touche environ 3% de la population. La prévention de la dépression est possible si les problèmes émotionnels et comportementaux sont détectés dans l'enfance et l'adolescence. Et nous poursuivons cette édition avec le parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, qui salue la victoire historique massive du candidat Hugo Chávez Frías à l'élection présidentielle du 7 octobre au Venezuela. Le parti SADI souhaite au président Hugo Chávez Frías et au peuple vénézuélien des succès encore plus éclatants dans la voie de la construction du socialisme et dans la préservation des conquêtes sociales de la révolution bolivarienne. Culture de la paix et de la non-violence, c'est le thème d'un concours ouvert ce matin à Bamako à l'intention des journalistes. Il est initié par le Club des Amis de l'Union européenne au Mali en collaboration avec l'Organisation des jeunes reporters du Mali, OGRM. Le concours s'inscrit dans le cadre d'un projet dénommé Talent de la presse. Son objectif est d'inciter les journalistes à jouer leur partition dans la gestion de la crise à travers un meilleur traitement de l'information. Timogo Konaté nous en dit plus. La presse ou encore le quatrième pouvoir, un pouvoir sur lequel fonde beaucoup d'espoir le Club des Amis de l'Union européenne au Mali dans la résolution de la crise. Voilà qui justifie l'initiation de ce concours en collaboration avec l'Organisation des jeunes reporters du Mali. Le thème retenu, culture de la paix et de la non-violence. Dans cette situation critique du pays, les journalistes ont vraiment leur part à jouer dans l'apaisement du pays. Nous sommes dans ce contexte. Aujourd'hui, vous êtes sans savoir que le Mali a besoin de la paix. La compétition qui s'étend du 9 au 23 octobre est ouverte à tous les reporters, toutes catégories confondues. Elle se situe dans le cadre d'un projet intitulé
Talent de la presse, première édition. C'est un concours qui a une spécificité, c'est que c'est adressé aux jeunes reporters, disons les journalistes et reporters. Il ne s'agit pas des chroniqueurs, des analystes, c'est pour permettre aux journalistes de mettre en exergue des journalistes. Nous ne pouvons que nous réjouir avec l'organisation de ce concours, d'autant plus que le gros du travail dans les rédactions revient à nous, reporters, nous qui sommes sur le terrain. Et j'espère que ça va susciter ou du moins conforter un certain nombre de vocations parmi les jeunes, puisqu'on sait à quel point c'est difficile au Mali de se lancer dans la profession. C'est difficile partout dans le monde entier, mais particulièrement au Mali, où on n'avait pas toujours la possibilité de bénéficier de formations appropriées. Les conditions de participation sont simples. Les journalistes de la presse écrite doivent avoir publié un article de maximum 6000 mots, tandis que ceux de la presse audiovisuelle doivent avoir diffusé un élément de maximum 6 minutes 30 secondes. Solidarité à l'endroit des populations des régions du Nord, plus de 9 millions de francs CFA, c'est la valeur de 500 kits offerts aux femmes et filles déplacées du Nord par l'association des juristes maliennes. Ces kits sont composés de seaux de pain, de produits d'hygiène et seront repartis entre les déplacés du Nord à Bamako, Mopti et Kati. Le don entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Voilà donc ce don de l'association des juristes maliens aux populations déplacées des régions du Nord à Mopti, Bamako et Kati. De la littérature, l'Institut français de Bamako a abrité hier soir la cérémonie du lancement du livre de Florent Mazzoleni intitulé « Musique moderne et traditionnelle du Mali ». Il résume toutes les potentialités culturelles dans le domaine de la musique de l'indépendance à nos jours. La cérémonie, qui avait un caractère festif, s'est déroulée en présence de nombreux responsables administratifs et culturels. Garibou Pérou était présent. Musique moderne et traditionnelle du Mali, c'est l'intitulé d'un livre dont l'auteur s'appelle Florent Mazzoleni. Ce livre, en 176 pages, raconte l'histoire de l'ensemble instrumental du Mali, des biennales, des orchestres régionaux, des figures historiques, des radios Mali, bref, le livre fait du Mali, l'un des pays d'Afrique où la tradition musicale est la plus fertile. Nous sommes effectivement dans un pays qui est un pays de l'oralité. Il y a beaucoup de richesses, notamment dans le domaine culturel, artistique, qui reste dans le domaine de l'oralité. L'initiative qu'a prise M. Florent en écrivant ce livre est à saluer. Elle est à saluer parce que d'abord elle a permis de remettre à la surface des œuvres artistiques extrêmement importantes de notre patrimoine culturel. Les musiques maliennes sont authentiques, elles sont l'affirmation de la grandeur du Mali. Du coup, elles sont des valeurs universelles. C'est comme s'il y a une décharge électrique qui était passée. Et je me suis dit, mince, il y a quelque chose qui se passe là. Et petit à petit, enfin, c'est pas petit à petit, parce que avec beaucoup de passion et d'intérêt et de curiosité, je me suis lancé dans les recherches sur la musique malienne. Florent Mazzoleni a déjà écrit 28 livres, parmi lesquels l'Odyssée du rock, l'épopée de la musique africaine, rythme d'Afrique Atlantique, Salif Keïta, la voix du Mandingue. Pour illustrer ce lancement, l'écrivain organisera une conférence débat émaillée de concerts ce jeudi et vendredi à l'Institut français de Bamako. Et sur ce, s'achève cette édition. Demain, 10h-13h, vous seront présentés par Sira Bachili. Je serai là, s'il plaît à Dieu, pour les éditions du soir. N'oublions pas nos parents des régions du Nord vivant sous occupation. Bonsoir et bonne suite de nos programmes.